Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, la présentation de ce soir, c'est un homme qui fait partie de l'EPS depuis plusieurs mois maintenant. Donc, John, je t'invite à venir me rejoindre, s'il te plaît. Monsieur John Callos. Alors, John, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. C'est très apprécié. On en a parlé un peu, puis ce que je disais, c'est que quand j'ai commencé à poser des questions sur les réponses que tu me donnais, un était exactement ce que je cherchais, fait que ça me surprenait parce que je n'avais pas eu ça auparavant. Ça, c'est un. Deux, ton approche est différente. Et pour moi, ceux qui me connaissent un peu, là, le côté humain dans toutes les sphères de la société est très important. À l'intérieur de 2PS, quand je fais des choix de gens, quand on fait des interviews, pour moi, le côté humain, les valeurs humaines sont importantes à l'arrière. Et c'est ce qu'on avait discuté ensemble. C'est très important dans mon industrie, évidemment. Voilà. C'est important, mais ce n'est pas toujours utilisé. Ce n'est pas toujours valorisé, et même c'est pas toujours regardé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on va essayer de voir ton approche, mais surtout, comment est-ce que toi, à ta façon de travailler, tu aides tes clients. Et ce que j'ai pensé faire, comme je t'avais parlé, c'est de, moi, être comme le client. Tu sais, toi, tu vas parler de comment tu approches un client et comment tu travailles avec lui. Et moi, bien, je vais te poser des questions que je t'ai peut-être déjà posées, puis d'autres qui vont sortir à soir que je n'ai jamais posées parce que je suis un client devant toi. Alors, c'est vraiment ça l'idée. Donc, premièrement, j'aimerais juste, avant de rentrer dans le vif du sujet puis voir ce que tu as préparé, tu viens d'où? John Callos, c'est qui? Tu sais, es-tu de Montréal? As-tu des enfants? Es-tu grand-père? Donc, très bien pour m'écouter, c'est assez bien, je pense. Donc, John Callos, le nom Callos, premièrement, c'est le courte version du nom grec qui est très long, que moi j'ai de la misère à le prononcer. Donc, le nom c'est John Kalogliopoulos. Beaucoup plus facile à dire John Callos. Et puis, en fait, origine grecque, mais ici, né à Montréal. Mes parents sont venus ici de la Grèce en 1963. Mais j'ai passé toute ma vie ici. J'ai passé 2 ans en Grèce aussi, actuellement quand j'étais plus jeune. Mais je suis né de Montréal. OK, parfait. Tu as des enfants? 2 enfants âgés de 12 ans et 10 ans, donc je suis dans le jus. Oui, c'est l'âge. Marié pour 15 ans, et puis côté familial, tout va très très bien. Et tu me disais que, et c'est cela qui t'a amené à faire ce que tu fais là, d'être consultant, d'être à ton compte. Avant d'être là, tu as l'expérience d'avoir travaillé dans les banques. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? J'ai passé actuellement 23 ans dans le domaine bancaire, comme la plupart des années comme planificateur financier. Donc, j'ai une très bonne perspective de comment les choses fonctionnent dans une banque. J'ai actuellement créé un podcast aussi que j'appelle Confessions of an Ex-Banker, donc c'est très intéressant. Mais en tout cas, j'ai une très bonne perspective évidemment de comment les choses fonctionnent dans une banque. Ça m'a donné une très bonne perspective de ce que mes clients qui sont actuellement des propriétaires d'entreprises, j'ai vu beaucoup de manque de services et beaucoup de manque de consultation pour les propriétaires d'entreprises. Et je pensais que je pouvais faire. J'ai passé quelques années, actuellement, 8 ans, dans la division de la banque privée d'une des plus grandes banques à Montréal, en Canada. Okay. Donc, qui appartient évidemment dans une des 5 grandes banques, actuellement, c'est la Banque de Montréal. Et puis, j'ai passé 8 ans. Là, on faisait du bon gestion de patrimoine pour les propriétaires d'entreprises. J'ai vu leur modèle après avoir été là pour environ 10 ans. Et puis, j'ai aimé beaucoup le modèle, mais ce modèle était vraiment, ou actuellement, le service était vraiment des millionnaires. Des grandes familles qui ont plusieurs millions de dollars. Donc, 99,9% des propriétaires d'entreprises n'avaient pas accès à ce service. Donc, je me dis que c'est un service que je pense que moi, je peux offrir avec les contacts que j'ai. Et en fait, voilà comment la compagnie Merit Financial Planning est créée. Et quand tu étais là et tu regardais les services qui étaient offerts, tu as aimé le modèle? J'ai aimé le modèle. J'ai aimé actuellement les services qu'ils offraient, sauf qu'ils ne les offraient pas à tous leurs clients. Il n'y avait pas vraiment un processus
d'offrir tous les services. Il disait que ces services sont offerts, mais il n'y avait pas vraiment un processus direct à faire traverser le client une étape après l'autre. Et puis moi, je pensais de créer un processus que je pense est très important, qui couvre tous les aspects de planification financière pour les propriétaires d'entreprises. Parfait. Donc, quand on pense à la planification financière, ce qu'on pense vraiment sont les placements, les REER, les fonds mutuels, des actions, des obligations, des choses comme ça. Donc, la plupart des fois, moi je dirais dans une banque, et pas dans la banque privée, mais dans une banque, ce qu'on se concentre vraiment sont les placements et de vendre les placements parce que les conseillers sont payés en commission, en fait, même dans le succursale. Et puis, leur but vraiment est de vendre des fonds mutuels ou des autres types de placements que les banques offrent. Donc, c'est vraiment ce que moi je pense, c'est qu'il y a vraiment un potentiel de conflit d'intérêts parce que il y a des produits qui payent le conseiller plus que des autres produits. Donc, ça se peut que, enfin, ça n'est pas beaucoup, mais ça se peut que un client va payer trop cher pour des placements. Et il y a des frais qui sont cachés. Donc, il y avait plusieurs choses que j'ai vues qui se passent dans l'industrie que je pensais qu'on pourrait faire enfin un peu plus meilleur que ça. Okay. Donc, aspect de vendre au lieu de donner des conseils, et je pensais qu'il devrait avoir un modèle qui est plus intéressant, qui le client peut avoir un peu plus de valeur ajoutée. Donc, de notre côté, au lieu de parler seulement des placements et des REER et des choses comme ça, on voit qu'il y a vraiment des autres aspects de planification financière qui sont quand même très importants, même plus importants que les placements seulement. Donc, on a pris l'approche de vraiment commencer à parler d'une gestion de patrimoine au lieu de parler seulement des placements et des fonds mutuels et des choses. Donc, c'est dans l'ensemble, la gestion du patrimoine. Exactement. Donc, alors, je pense qu'on peut peut-être commencer parce que tu as un processus, puis, alors moi, je suis le client. Si tu viens, si je t'approche, puis je te dis, bon, ben ouais, tu es planificateur financier, Jean, puis moi, j'aimerais ça que tu m'aides avec la gestion de mon patrimoine, avec mes placements, avec l'argent que je n'ai pas ou celle que j'ai. J'aimerais ça que tu me donnes un coup de main. Qu'est-ce qui arriverait? C'est quoi les étapes? Bon, on a vraiment 5 étapes distinctes de livre. Et puis, on va les voir un par un. C'est comme un processus, hein, que tu me disais. Oui, ça, c'est un processus, enfin, où il y a un début et il y a un fin. Il n'y a pas vraiment un fin parce que ça continue d'un an à l'autre. Mais juste pour vous donner une idée, il y a 5 étapes distinctes. Et je veux parler de chacune des étapes en peu de détail. Okay? Donc, de façon, généralement, qu'un client commence à nous connaître, et c'est évidemment par des références par des clients que j'ai déjà ou qu'on a déjà. Et puis, on fait des annonces sur Internet. Okay? Donc, de façon qu'on fait des annonces, on offre de l'éducation, enfin, sur les différents types ou les différents aspects d'une gestion de patrimoine. Donc, un topic qui est très intéressant pour les gestionnaires, pour les propriétaires d'entreprises, c'est la fiscalité. Oui. Et puis, donc, j'ai donné beaucoup d'informations sur Internet sur la fiscalité pour les propriétaires d'entreprises. Et là, il y avait des personnes qui commençaient à me dire, bon, j'aimerais voir qu'est-ce que tu fais. Donc, comme toi, tu dis, par exemple, tu es un client, tu veux savoir un peu plus. Il y a 5 étapes en fin de gestion. Et puis, la première étape, c'est vraiment de se connaître comme il faut. Donc, la première étape, c'est un ensemble de 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous est vraiment de se connaître. Ça veut dire quoi? Je ne vous demande pas d'apporter des états de compte. Je ne vous demande pas d'apporter rien à part de vos questions. Donc, le but du premier rencontre, c'est vraiment de savoir si la firme peut aider ou selon tes besoins. Donc, le client va me dire, par exemple, que j'ai besoin de ça, ça et ça. On va évaluer si on peut vraiment vous aider. Mais ça donne aussi au client la chance d'évaluer c'est qui Merit Financial Planning, qu'est-ce qu'on fait et puis est-ce qu'on peut offrir beaucoup de valeur ajoutée pour vous. Donc, si on voit que
les deux personnes, moi et le client potentiel, voient que oui, ça se peut qu'il y a peut-être un bon mix ici. Là, on va au deuxième rendez-vous. On est toujours dans la première étape, mais on est au deuxième rendez-vous maintenant, où je vais vous demander d'apporter beaucoup d'informations. Donc, le premier rendez-vous, si jamais, toi, tu dis si ça fit, puis si ça va bien ensemble, on a la deuxième étape, on a le deuxième rendez-vous. Exactement. Mais si au premier, moi, ça va pas bien avec toi, ben donc, c'est pas ce que j'ai besoin. Et toi, tu vois que j'ai peut-être pas. Exactement. Ou de mon côté, je dis, on ne peut pas vous aider avec ce que vous cherchez, on ne peut pas vous aider. Donc, telle est la raison, par exemple. Ça se termine là, ça se termine là, et puis voilà. Okay. Donc, mais si on voit qu'il y a vraiment un bon mix, là, on va dire d'avoir un deuxième rendez-vous où je vais demander beaucoup d'informations, les états de compte, les impôts, les testaments du client, le business model que le propriétaire d'entreprise a déjà. Et à ce point-là, on va rentrer dans les détails. Et là, ça vaut la peine de dire, regardons-nous les détails. Et encore, à ce point-là, si je vois que, oui, il y a vraiment beaucoup de valeur ajoutée qu'on peut mettre, on peut donner au client, là, on va dire, et le client est d'accord, après toutes les informations qu'on a changées, là, on va dire d'accord, puis on va commencer à travailler ensemble. Okay. Donc, à ce point-là, le client, oui, actuellement, ça c'est ça que tu utilises. Oui, au premier rendez-vous, je demande au client de compléter un questionnaire qui prend peut-être 5 minutes, mais ça va me donner une très bonne idée de où le client a besoin d'aide. Okay. Soit planification de fiscalité, la planification de retraite, education planning, planification de déplacement. Il y a une deuxième page aussi, mais ça, juste une bonne révision de tous les besoins du client où le client peut indiquer ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, et où peut-être il aura besoin d'aide. Donc, un bon processus de savoir exactement sont quoi les besoins du client. Et là, on se rend au deuxième rendez-vous où on dit, oui, c'est très, très bien, on va travailler ensemble. Et puis, si tu vas... Donc, au deuxième état, actuellement, c'était bon, l'autre question. Donc, à la fin, quand on dit, oui, on va commencer à travailler ensemble, on fait signer un document avec le client où on lit mot par mot, c'est vraiment 5 ou 6 pages actuellement, mais ça explique exactement sont quoi tous nos services et ça explique exactement sont quoi les frais. Ça, c'est très important, je pense, aujourd'hui, parce que les frais, quand on engage un planificateur financier d'une banque ou de n'importe la plupart des firmes d'investissement, les frais ne sont pas clairs, ne sont pas indiqués. Il y a des frais sur des frais, et les frais, les clients sont confus. Là, avec un document comme ça, on peut vraiment expliquer sont quoi les frais, quel est le pourcentage, quand est-ce qu'on devrait payer, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est un document que le client va signer. Et après ça, on a l'engagement de commencer à travailler avec lui. Donc, pour travailler avec toi, je ne sais pas si c'est là que je pose la question ou pas, là, mais c'est-tu avec le pourcentage? Comment toi, tu es payé? Oui, ça dépend vraiment de la situation du client. Il y a deux façons d'être facturé, deux aspects. On charge un frais pour créer une planification financière, un document qui va vous expliquer exactement ce que vous devriez faire avec vos placements, avec votre situation fiscale, de payer entre salaire et dividendes, donc tout l'aspect de planification de la patrimoine. Il y a un frais pour ça. Après, si le client veut qu'on fait implémenter nos stratégies des placements, soit des REER ou de l'argent que le client a dans son compte de gestion, par exemple, ou n'importe quel montant d'argent qu'il a. Si on va implémenter ça, il y a des frais en pourcentage. Les frais commencent à 1% et descendent. Donc, c'est selon le montant que le client a à investir. Ce que je peux vous dire est qu'en moyenne, les frais pour la gestion de l'argent sont environ le demi de ce que le client payait à la banque. Et je donne des généralisations maintenant, mais on voit que c'est environ un demi de ce que le client paye. Mais en plus de ça, les services sont encore beaucoup plus précis, et ça touche à beaucoup d'aspects. Donc, ça veut dire qu'il y a 1,5% de plus qui reste dans mes poches. Ça rend actuellement, c'est plus que 1%. 1 à 1,5%, parce que en moyenne, pour gérer l'argent, la banque va vous charger environ 2 à 2,5% des fonds mutuels. Oui.
Donc, et comme j'ai dit, la seule chose que tu dois avoir de ton conseiller à la banque, en général, ce sont des conseils à comment placer votre argent. Et ils vont vendre des fonds mutuels qui sont très, très chers. On utilise des autres instruments à part les fonds mutuels. On recommande des autres instruments qui sont beaucoup moins chers. Et ils ont prouvé que leurs rendements sont généralement meilleurs que les fonds mutuels. Si jamais, et j'ai bien compris ça, mais si jamais je décide que ce que tu m'offres, ça a du sens, puis ça va être bon pour moi, j'essaie de voir comment ça marche. Je prends mon argent, puis je l'amène chez vous, puis vous la placez pour moi. Comment ça fonctionne? Très bonne question. Et le client ne signe rien à Merit Financial Planning. Ce qu'on recommande aux clients, c'est de rester avec leur banque, mais utiliser les services que la banque offre pour acheter des autres types de placements qui sont beaucoup moins chers. Donc, je parle de leur, si vous connaissez un peu les thèmes, leur courtage à escompte. Oui. Donc, si le client travaille avec la Banque de Montréal, par exemple, la Banque de Montréal a un service de courtage à escompte où tu peux aller acheter les placements que je recommande au client. Et le client peut faire ça lui-même ou je serai à côté de lui pour faire les placements. Fait que tu me donnes une stratégie. Exactement. OK, Exactement. parfait. Et puis, il y a aussi évidemment des autres courtages à escompte dans l'industrie qui ne sont pas liés avec les banques, qui sont très intéressants aussi. Donc, j'utilise ça pour les clients aussi. Mais tout ça pour dire que le client ne signe jamais leur argent à la compagnie de Merit Financial. Parfait. On les payait par des frais que le client paye directement. Mais pour gérer l'argent, on recommande que ça reste avec une institution que le client a beaucoup de confiance. OK, ben moi, ça me sécurise. En tout cas, ça veut dire que mon argent est là. Exactement. Depuis des années avant. Il faut juste avoir au moins un logo d'une banque sur vos états de compte au lieu de le signer à une planificateur indépendant. Parfait. OK, c'est bon. C'est clair pour moi. Donc, OK, étape 1, on l'a fait. Étape 2. Bon, donc, on va parler comme ça. Donc, après le fait que le client est devenu client, l'étape numéro 2, c'est vraiment de planifier, de regarder les investissements du client, de regarder la planification de la retraite et la planification de l'éducation de leurs enfants, s'ils ont des enfants. Donc, comme j'ai dit au début, ça, c'est vraiment la seule étape qu'on voit dans des banques. Et ça se peut que tu vas recevoir une planification de retraite. Mais comme j'ai dit, c'est pas seulement cet aspect qui est très important, les autres étapes vont montrer ça, mais dans cette étape, on va regarder vraiment quelle stratégie de placement on devrait mettre en place pour votre argent, soit dans les réels, soit hors du réel, soit l'argent dans la compagnie d'une propriétaire d'entreprise. Et on va regarder évidemment la planification de retraite, qui veut dire quoi? En général, on dit on devrait savoir combien d'argent on devrait économiser chaque mois ou chaque année, quel rendement est-ce qu'on devrait gagner pour nous rendre à nos objectifs. Donc, on rentre profondément dans la planification de retraite. Donc si moi, je planifie d'arrêter à 66, exemple, tu vas regarder où je suis rendu aujourd'hui, photo d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça prendrait pour se rendre à 66 avec les objectifs que je voudrais avoir pour avoir le style de vie. Exactement. Puis après ça, tu vas me dire, ça marche pas. Exactement. Et puis, si on est déjà dans la retraite, là, on va dire, bon, combien d'argent est-ce que je peux compter pour avoir jusqu'à mon décès? Et donc, on fait toutes sortes d'analyses comme ça. Et puis, voilà la planification de retraite. Et comme je dit, la planification d'éducation aussi. Il y a des programmes qui sont offerts aux parents qui ont l'argent à investir pour l'éducation de leurs enfants. Donc, on fait la planification de l'éducation aussi. Et justement, quand tu disais, je pense à ça, là, mais comme éducation, planification de retraite, il y a des programmes qui existent. Toi, tu es au courant parce que naturellement, c'est ça, et c'est ce que tu m'offres. Exactement. Dans ta stratégie, tu devrais utiliser cela. Voilà, si tu utilises cela, voilà ce que c'est que ça va te donner. Exactement. Et ça implique aussi les placements parce qu'on peut placer de l'argent. Oui. Mais il y a plus, comme tu as dit, il y a des offres que le gouvernement nous donne quand on place l'argent dans un fonds d'éducation pour les enfants. Donc, on rentre profondément dans une conversation comme ça. On donne la stratégie et, comme je dis, on peut implémenter la stratégie aussi. Okay.
Donc, ça, c'est la deuxième étape en fait. Oui. Fait que ça, c'est l'analyse financière, c'est ce qu'on vient de discuter. Exactement. Donc, ça, c'est encore quelques aspects d'une planification de retraite, une Oui. planification de placement. Oui. Et puis, juste des détails ici. Je montre au client, par exemple, que selon les besoins du client, il devrait avoir une répartition d'actifs comme telle. Le rendement de tel type de répartition, le moyen rendement historiquement est tel. Les frais que vous allez payer sont tels. Donc, on fait des projections de combien d'argent tu vas avoir quand tu seras à votre retraite. Et puis, on utilise toutes sortes des pourcentages pour les différents types de catégories de placement. Donc, juste quelques points importants. Retirement goal coverage. Là, à cette étape-là, je peux vous montrer si vraiment, selon vos objectifs, as-tu assez d'argent ou combien tu devrais économiser, ou si tu continues à faire les choses comme tu les fais déjà, voici les résultats. Et s'ils ne sont pas bons, on va refaire une analyse pour trouver la meilleure façon d'arriver à vos objectifs. Une photo-analyse de ce que c'est que j'ai aujourd'hui. Exactement. Pour être sûr que je vais avoir mes résultats. Les objectifs, pardon. Voilà. C'est bon? Et là, juste une chart qui vous montre que ouais. si on voit du rouge ici, c'est pas bon. Ça veut dire que l'argent ne sera pas assez jusqu'à le temps de décès, mais encore juste pour montrer qu'on rentre profondément dans des chiffres pour trouver la meilleure stratégie pour vous. Parfait. Donc, étape numéro 3, et là, c'est quelque chose qui est très important pour les propriétaires d'entreprise. C'est vraiment, on parle d'hypothèque, s'il y a une hypothèque, des possibilités d'hypothèque, si le client a besoin d'acheter une maison, c'est quoi la meilleure façon de faire. Donc, on touche au point de l'hypothèque. Mais fiscalité est quelque chose qui est très intéressant pour les propriétaires d'entreprise. Donc, est-ce que je me paye en salaire ou en dividende? Est-ce qu'il y a une bonne façon de ce qu'on appelle fracturer notre revenu? Est-ce que je peux partager mon salaire avec les autres membres de mon famille? Est-ce que je devrais mettre mon conjoint comme actionnaire aussi? Donc, enfin, on regarde la structure d'une entreprise ou du propriétaire d'entreprise. On regarde toutes les affaires que monsieur ou madame a, donc les placements, les immobiliers. Est-ce qu'il y a une compagnie de gestion? Est-ce qu'il y a plusieurs compagnies? Est-ce qu'il y a une compagnie qui est liée avec une autre? Enfin, on regarde la structure pour voir est-ce qu'il y a une meilleure façon de mettre tout ça en place pour sauver les impôts. Comme j'ai dit, une question que tout le monde, que bon pourcentage des entreprises, des propriétaires d'entreprises ont, est-ce que je me paye en salaire ou dividende? Oui, c'est ça, je voulais te revenir sur ça. Moi, c'est quoi tu me conseillerais? Je peux vous dire que généralement, le comptable va dire, évidemment, je parle généralement, OK? La réponse que le comptable donne est que c'est plus ou moins la même chose parce que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait une différence entre tirer un salaire ou tirer un dividende. C'est pas vrai. Si on fait une bonne analyse et on regarde tous les chiffres comme il faut, il y a des différences, il y a une différence entre salaire et dividende, mais selon l'environnement du propriétaire d'entreprise. Qui veut dire quoi? C'est quoi son salaire? Combien d'argent qu'il gagne? Est-ce qu'il est considéré une petite entreprise pour des raisons d'imposition? Donc, il y a des différentes règles pour les entreprises qui ont seulement un travailleur ou 2 employés ou 3 employés. Il y a des autres lois pour des entreprises qui ont plusieurs employés ou plus. Donc, il y a plusieurs variables qui vont déterminer s'il faut prendre un salaire ou un dividende. Donc, là, on fait une analyse et puis on pourrait donner une très bonne réponse avec des chiffres. La réponse n'est pas oui ou non automatique. Exactement. Okay. Et ce n'est pas un ou l'autre automatique. Ça dépend de plusieurs variables dans une compagnie. Et ça, je vais prendre mon exemple, parce qu'on parle de moi, là, mais moi, mon entreprise, si présentement je me donne des dividendes parce que je pense à ma meilleure affaire, puis que je travaille avec toi, puis que je m'aperçois que c'est peut-être pas la bonne réponse, on peut changer. Ce qu'on aime faire, OK, si le client a déjà une fiscaliste, oui. On n'est pas là à remplacer le fiscaliste.
on est là à complémenter. Ça veut dire qu'on se rencontre avec le fiscaliste aussi pour voir s'il y a une meilleure façon de faire les choses. Si le client n'a pas un fiscaliste, on va référer quelqu'un qui pourrait être le fiscaliste pour le client. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de situations où je regarde la situation du client. Oui. Et là, j'ai fait une analyse et on voit que la façon qu'il se paye n'était pas la meilleure façon. Donc, je suis en train de contacter le comptable ou le fiscaliste pour lui mentionner aussi une suggestion. Est-ce que je fais erreur, mais j'ai vu tel. Et il y a plusieurs fois que le comptable a dit que oui, ça vaut la peine de le payer comme ça et pas comme ça. Donc, comme je dis, généralement, la réponse est pas nécessaire de faire une révision. Enfin, c'est une question que les comptables ont beaucoup de choses à faire. Et puis, stéréotype, on dit qu'ils ont une réponse assez simple pour une question comme ça. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ça vaut la peine de faire l'analyse. Exactement. Et puis, en fait, c'est pas seulement salaire dividende, il y a toutes sortes d'autres choses, aspects fiscaux qu'il faut examiner, de voir si on peut trouver des autres façons de payer moins d'impôts selon la loi. Donc, tu vas regarder mes chiffres, tu vas regarder comment je fais de revenus et de salaires que je me paye, et tu vas regarder comment, à date, je paye d'impôts à toutes les années. Exactement. Tu vas faire une analyse, puis tu peux trouver peut-être des places que je pourrais payer moins d'impôts. Exactement. Et si ce n'est pas moi, en fait, c'est mes partenaires qui sont vraiment des fiscalistes. Oui. Donc, la plupart des cas, je peux regarder moi-même et donner quelques conseils. Mais s'il y a des situations qui sont beaucoup plus complexes, là, j'appelle mes collègues et puis on va travailler un peu plus. OK, c'est intéressant. Peut-être que moi, chez nous, ça ne me surprendrait pas parce que je ne l'ai jamais fait. Tu sais, je veux dire, tu pars ton entreprise, tu commences ton entreprise, tu as quelques conseils au début, puis comme tu as dit, tu poses la question, je devrais tu payer en dividende, peut-être que ce serait mieux pour l'instant, on verra plus tard, on commence comme ça. Et d'une année à l'autre, ça peut changer. Cette année, en 2017, les lois ont changé pour les petites entreprises. Okay. Où le taux de taxes, d'impôts, a changé pour les entreprises qui ont moins de 4 employés. Okay. Et le taux a augmenté beaucoup cette année si on n'a pas plus que 4 employés. La règle, c'est plus ou moins comme ça, mais enfin, il y avait des entreprises qui payaient un taux d'imposition de 18,5% et cette année, ça a monté à 21,4%. Et à cause de ce changement, il y avait un avantage à changer de façon que tu es rémunéré. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ça, exactement. Et puis voilà. Et à chaque année, ça peut changer. Et à chaque année, ça change. Donc, j'imagine que tu vas y revenir plus tard. Tu sais, ma question est peut-être plus trop de bonheur, mais on ne fait pas un exercice. Tu sais, disons, je m'assois avec toi, on fait cet exercice-là ou ces étapes-là que tu dis. On ne fait pas ça une fois, puis on n'y retouche pas. Très bon point. Et actuellement, ça, c'est l'étape numéro 5. Ah oui, on va venir à ça, mais c'est un très bon point et c'est très important et c'est quelque chose que la plupart des conseillers ne font pas. Et puis, on va discuter ça dans quelques minutes. OK, parfait, merci. C'est bon. Donc, quatrième étape, enfin, encore, on parle de toutes les étapes qui sont nécessaires d'avoir une bonne gestion de patrimoine. Quatrième étape sont les assurances. Et puis, la planification successorale qui veut dire, est-ce que les affaires du propriétaire d'entreprise sont structurées dans la meilleure façon pour que ça soit transféré à l'autre génération avec le moins d'impôts possible? Est-ce que, donc, en fait, on aide les clients à écrire leur testament, on aide les clients à trouver des façons à léguer les avoirs qu'ils ont à l'autre génération pour sauver le plus d'impôts possible. Donc, comme vous voyez, le thème de impôts et fiscalité, c'est très important. Oui. À la fin, c'est l'argent qu'on garde dans notre poche qui compte. Et puis, quand on donne nos affaires à l'autre génération, il y a plusieurs places ou des opportunités qu'on peut trouver pour sauver des impôts quand le transfert se fait. Oui, Est-ce qu'il faut créer des fiducies? Est-ce que ne sont pas les avantages des fiducies? Les fiducies sont pour quel type de client, quel type de situation? Donc, on parle de toutes sortes de choses comme ça, aspect successoral. Est-ce que c'est vrai que
si tu planifies pas, si tu t'organises pas pour avoir des documents, ce que tu dis de faire, là, ben, le gouvernement va automatiquement s'organiser. Parce que si Oui. ça t'arrive, si tu meurs ou si tu ne transfères pas bien tes choses avant, Oui. ben, tu peux, en dernier, c'est la famille qui est prise avec ça, mais le gouvernement a un droit de regard là, qui. Oui, écoute, comme tu as dit, c'est le gouvernement qui va s'organiser. Il y a des règles, OK? Oui. Mais quand on parle des propriétaires d'entreprises, comme j'ai dit, c'est toujours l'aspect fiscal qui est très important. Donc, il faut s'organiser comme il faut pour être sûr qu'on paie le moins d'impôts possible. Ouais. Ou de protéger notre enfant d'une situation à l'autre. Donc, ça prend vraiment quelque chose de très structuré, un document très structuré qui va expliquer à tout le monde qu'est-ce que les besoins, qu'est-ce qu'on veut que ça se fasse quand on sera décès. Donc, c'est encore plus au point niveau de fiscalité qui quelque chose comme ça est très important. Ouais, comme tu dis, c'est relié au testament. Oui. Okay. Relève d'entreprise, c'est. Relève d'entreprise, enfin, c'est quand on va vendre notre entreprise, ou on va le transférer à l'autre génération encore. Okay. Quand on ne veut pas être encore la personne qui est en charge de l'entreprise et on veut enfin donner notre entreprise ou vendre, quelles sont les étapes qu'on devrait prendre avant la vente. Il y a toutes sortes de choses qu'on devrait faire. Encore planification fiscalité. Il y a beaucoup de choses à prévoir avant de faire vendre une entreprise, donc on touche à ça aussi. Okay. Pas rendu encore, là, mais ça va être intéressant de regarder. OK. Et enfin, le point que tu mentionnais avant, oui, okay, réviser, rééquilibrer, tout ça veut dire que il faut au moins une fois par année regarder toute la situation encore avec le client et ton conseiller de ton planificateur financier. Les choses changent. Les lois fiscaux changent, comme tu as mentionné. Le marché des placements change. Je vous donne un exemple. Disons-nous qu'on s'assoit et puis on voit que selon tes besoins, selon tes tolérances à la volatilité du marché, on dit que tu devrais avoir 60% de ton argent en placement sécure et 40% en action, par exemple. Disons-nous que les marchés montent beaucoup cette année. Là, le pourcentage n'est pas à 60-40. Ouais. C'est un peu plus en action parce que les marchés ont monté beaucoup. À ce point-là, il faut dire qu'on devrait mettre la répartition encore à 60-40 parce que ça a monté beaucoup. Côté action, ça a monté beaucoup parce que les marchés ont monté. Ouais. Donc, il faut rééquilibrer le portefeuille. Ça, c'est un aspect de revoir le portefeuille et le remettre en place. Et est-ce que c'est toi qui vas me contacter? C'est toi qui vas dire, bon, toujours. Oui. On fait ça généralement 2 fois par année pour le client, où on fait une révision. Mais quand le client a aussi un besoin, aussi la situation du client change, situation familiale ou quelque chose qui change, ça peut affecter le client dans une façon très importante. Là, il faut réviser toutes les choses encore. Je vous donne un exemple. Un de nos clients, sa femme a retourné travailler beaucoup plus tôt qu'on pensait. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin de... Ils ont une autre source de revenus maintenant. Donc, ça veut dire qu'ils pourraient placer encore plus d'argent ou whatever. S'il y a un grand changement dans la situation d'une client, là, il faut qu'on se voit encore pour voir s'il y a des changements à faire à ses placements ou à toute sa planification. Donc, quand on parle de rééquilibrage ou réviser, c'est automatique, ça se fait automatiquement parce que ça fait partie de ton service. On est en train toujours à contacter nos clients, au moins une fois par 6 mois. Il reçoit aussi une newsletter qu'on envoie chaque trimestre. Donc, on a un bon contact avec le client. Une des choses que moi, je voyais dans la banque aussi, et c'était pas... on voyait ça partout dans toutes les banques, et que quand le client est en train de transférer ses affaires à un planificateur financier, le planificateur financier va faire beaucoup de travail pour essayer d'attraper le client. Quand le client va transférer tout l'argent que le client a, il n'y a pas vraiment une motivation du conseiller à contacter le client encore
sauf quand c'est le temps de faire une contribution de réel, en général. Donc, il n'y a pas vraiment une grande motivation. Parce qu'ils sont payés, comme je dis, pour faire des ventes. Quand la vente est faite, il n'y a pas vraiment une motivation de contacter le client encore. Et toi, ta motivation est quoi, bon? Enfin, on est payé pour donner des conseils. Okay. Chaque année, le client nous paye une somme d'argent aussi pour continuer la relation. Mais la façon qu'on gagne notre argent, c'est deux façons. Soit donner des conseils seulement, et on est payé pour ça, ou donner des conseils et implémenter une stratégie de placement. Mais on n'est pas payé selon le produit qu'on va vous vendre. Donc, les conseils qu'on donne sont vraiment neutres. On n'a pas raison de dire que ce placement est meilleur que l'autre placement à cause que ça nous paye plus d'argent. Donc, c'est beaucoup plus neutre et on dit en anglais, c'est unbiased opinion. Oui, c'est neutre, c'est ça, exactement. C'est bon. Donc, c'est ça, les 5 étapes, on a passé au travers, puis en tout cas, pour moi, ça me démontre qu'il y a un processus et que si on le suit et qu'on suit les étapes, on arrive à des résultats qui peuvent être différents de ce que j'ai présenté. C'est difficile de ne pas arriver à une bonne conclusion si on utilise ce processus et on utilise aussi, et on fait la 5e étape qui est la révision semi-annuelle et la révision annuelle. C'est vraiment difficile de ne pas arriver à ces objectifs si on suit ce type de processus. Une question qui me passe par la tête, John, c'est que on parle de ça depuis le début. Je vais se retourner à celle-là ici. Parce qu'on enregistre la présentation ce soir, puis elle est présentée en France, même on est live là, présentement à Paris. Ceux qui sont debout, à cette heure-là, je ne pense pas qu'ils soient là, mais ceux qui le regardent, est-ce que ça s'applique aussi dans d'autres pays? Ce que tu viens de me présenter? Certains aspects, oui, certains non. Et je vais vous expliquer. La stratégie de placement pour quelqu'un, et qui veut dire, enfin, combien d'argent est-ce que je devrais avoir dans des placements sécures versus combien d'argent est-ce que je devrais avoir dans des placements qui sont plus risqués, on va dire, qui sont plus volatiles. Ça, c'est vraiment universel. Donc, la façon qu'on va déterminer le pourcentage entre les différents types de placements, c'est universel. Les autres aspects d'une gestion de patrimoine, ça veut dire l'aspect fiscal, l'aspect planification successorale, ça va être différent selon les lois de chaque pays. Donc, mais si quelqu'un, dans n'importe où dans le monde, veut trouver un acteur financier et qui peut travailler avec, le processus, c'est toujours un bon processus. Ça veut dire connaître ton client, première étape. Deuxième étape, faire l'analyse des placements, de la planification de retraite et de la planification de l'éducation. La troisième étape, analyse fiscale. Donc, selon les lois, ça va être différent, mais la stratégie ou le processus, ça peut fonctionner partout dans le monde. Ouais. L'idée, c'est de trouver quelqu'un qui travaille comme ça. Voilà. Et puis, moi, je dirais, pour quelqu'un qui cherche un conseiller, où il peut avoir la confiance, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui n'est pas payé en commission, enfin, ou qui n'est pas payé selon le produit qu'il va vendre. Moi, je peux vous dire que vendre un fonds mutuel contre vendre un placement garanti, c'est beaucoup plus avantageux pour le conseiller. Exactement. Il y a des autres fonds mutuels qui payent plus que des autres fonds mutuels. Les placements que nous, on utilise pour nos clients sont utilisés par les plus grands noms dans le monde d'investissement, des noms comme Warren Buffett et des choses comme ça, les grands noms qui sont bien connus, mais ils ne sont pas utilisés par la plupart des conseillers de placement parce qu'ils ne sont pas payés pour les vendre. Et j'ai trouvé plusieurs articles où les conseillers vont dire oui, on ne vend pas ça parce qu'on n'est pas payé. Ça peut être un meilleur produit, mais on ne le montre pas aux clients parce qu'il n'y a pas un incendie. Donc, je dis toujours à essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas payé selon un produit qu'il va vendre aux clients.
Tu ne peux pas avoir une opinion neutre sans ça. Non, c'est vrai. Ça, c'est des choses les plus importantes. Mais aussi de trouver quelqu'un qui ne va pas seulement parler des placements, comme on trouve dans la plupart des cas, mais il y a des planificateurs indépendants qui sont payés à l'heure ou sont payés pour faire une planification pour le client, mais trouver quelqu'un qui n'est pas payé en commission, c'est le point le plus important. Et évidemment, qui va se concentrer ou il va vous donner des conseils sur tous les différents aspects d'une gestion de patrimoine. Voilà. Merci beaucoup, mon cher monsieur. C'était très, très apprécié. Avant qu'on termine, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a amené à 2PS? Tu sais, tu es assis avec nous ce soir, puis on reçoit ton wisdom, on reçoit ta sagesse là, de ce que tu as eu au travers des années de travail, puis aujourd'hui, il est comme consultant. Qu'est-ce qui fait que tu t'es impliqué au niveau de 2PS? Bon, je vais te dire, je ne suis pas expert dans chaque point. Je connais beaucoup. Le point fort de moi, c'est vraiment les placements. Ça m'intéresse beaucoup. Et l'aspect fiscal et les situations de fiscalité d'une gestionnaire ou d'une propriétaire d'entreprise, mais je ne suis pas expert. Ça se peut que j'ai besoin où il y a des cas qui sont beaucoup plus complexes que je ne suis pas expert. Donc, j'ai besoin d'avoir un réseau de professionnels en arrière de moi qui est beaucoup plus informé sur la planification successorale que moi, qui est beaucoup plus informé sur la planification de fiscalité que moi. Donc, les professionnels de 2PS me donnent enfin ce type de service que j'ai besoin. Donc, on travaille ensemble pour servir les besoins du client. C'est bon. Nous, on est bien heureux de t'avoir avec nous. Ouais, merci beaucoup encore une fois. C'est très, très apprécié. Merci d'avoir pris le temps. Puis, je pense que les gens vont sûrement apprécier également. Alors, voilà pour vous. Je pense que les points qui ont été donnés sont facilement mis en pratique si on se sert de la bonne personne. Donc, John est un de ceux-là. Puis, sûrement, il y a des collègues qui font la même chose pour lui ou avec lui. Alors, merci encore, John. Merci à vous tous ce soir. Ceux qui étaient à l'écoute, on vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci d'avoir été là. Comme mentionné, nos 2PS shows sont à tous les mois. À toutes les 2 semaines, on a nos meet-ups. Alors, c'est nos rencontres régulières à toutes les 2 semaines. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, on vous parle au téléphone à tous les mois et demi à peu près, sur les 2PS 40. Merci d'avoir été là. Merci à vous aussi. Juste une question avant de terminer. Je viens d'y penser. Est-ce que vous aviez des questions pour Jean? J'ai fait ça vite, là, puis je m'en allais, puis je voulais sortir. Est-ce que vous aviez des questions pour Jean? Hein? C'est bon, hein? Oui, Thierry, vas-y, pardon. Le processus entre le point et le point 4, à partir du moment où il y a une collaboration du client qui fournit tous les éléments, ça prend combien de temps? Pour tout. Non, jusqu'au point 4, puisque le point 5, c'est la révision 6 mois, c'est ça? Oui, OK, oui, jusqu'à point 4. Ouais. Ça dépend encore de la complexité. Ça prend des mois. Moi, je dirais que les premières 2 rendez-vous, ça peut aller dans 2 semaines, par exemple. Quelque chose de très efficace. Mais la planification de placement, de retraite, de l'éducation, là, ça peut aller 1, 2, 3 rendez-vous selon ce qu'on trouve et les analyses qu'on fait avec le client. Je me trouve dans une situation où je vais dire au client, écoute, tu as assez d'argent de prendre ta retraite à l'âge que tu veux prendre. Et tu auras assez d'argent, tu n'as pas besoin de dépenser tout ton argent dans ta retraite, tu as assez d'argent. Donc, il n'y a plus de rendez-vous, ils s'en vont en retraite tout de suite. Mais les questions qui viennent après ça, c'est bon, est-ce que ça se peut que je peux me prendre la retraite un peu plus tôt? Combien d'argent est-ce que je peux laisser à mes enfants? Bon, peut-être que je peux commencer à faire un peu de contribution de chalet. Donc, ça dépend de ce qu'on doit et des questions que le client va avoir après qu'on fait l'analyse de placement et de retraite. Donc, je peux me trouver de faire 2 ou 3 rendez-vous pour l'étape numéro 2, qui est la planification des placements et de retraite, par exemple. Côté, donc, ça peut prendre, comme on dit, 1 mois, ça peut prendre 3 mois. Il y avait des cas où j'ai fait 4 ou 5 différentes stratégies ou exemples que le client me demandait, et puis ça a pris un peu plus de temps. Donc, ce qu'on fait, on prend ça étape par étape. Donc, on va être au courant où on est rendu dans le processus et c'est quoi la prochaine étape.
L'aspect fiscal, par exemple, ça peut prendre quelques semaines. Peut-être il faut que moi je rencontre le fiscaliste du client, ou ça se peut que je réfère à quelqu'un que je connais. Donc, ça peut prendre plusieurs. S'il y a une stratégie qu'on peut implémenter, là, ça peut prendre, au aspect fiscal, là, ça peut prendre plusieurs semaines pour faire l'implémentation. Donc, étape par étape, la première année, moi, je pense, en moyenne, je me rencontre 8 fois avec le client. Ah, d'accord. Et puis après ça, ça peut être 2 ou 3 fois par année. Mais la première année, c'est assez chargé, donc on demande nos clients à être engagés avec nous pour faire vraiment une bonne évolution du processus. Et le client est toujours au courant à quel niveau on est rendu et qu'est-ce qu'on a à faire après ça. Okay, merci. Loïc, vas-y. Moi, j'ai une question. Je suis consultant en système d'information depuis 3 ans. J'ai pas plus de 30 000 euros éventuellement à placer. Aujourd'hui, mon comptable, c'est la personne qui couvre à peu près l'ensemble des aspects, sur l'aspect fiscal, sur l'aspect stratégie de placement. Je n'ai pas forcément le réflexe de venir vers une personne comme vous pour m'accompagner. À quel moment, en fait, dans la croissance de l'entreprise, on peut se dire, bah, tiens, je vais compléter mon accompagnement par mon comptable, par une personne qui fait du conseil comme vous le faites? Parce que je ne me connais pas forcément dans le profil d'entreprise que vous accompagnez, mais je suis curieux de savoir quel profil d'entreprise, les propriétaires d'entreprise que vous accompagnez. Bon, en fait, le profil, nos clients sont, comme je dis, il y a 2 façons de devenir client, ou 2 raisons de devenir client. Un, c'est vraiment d'avoir une planification que tu auras besoin avec les 5 étapes. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il veut se planifier pour voir où est-ce qu'il sera rendu dans 15 ans ou 20 ans ou 25 ans. Qu'est-ce qu'il devrait faire avec son argent pour arriver à ses objectifs? Est-ce que les objectifs sont réalistes ou pas? Est-ce qu'on demande trop? Là, on va vous donner des conseils en passant le processus de planification financière. Donc, pas besoin d'avoir d'argent de devenir client. Chaque propriétaire d'entreprise a besoin de savoir comment minimiser les impôts. Même une start-up, enfin, a besoin de savoir combien d'argent il devrait économiser chaque année s'il y a des objectifs dans le futur, soit de retraite, soit d'acheter une maison, soit de donner ou laisser l'argent à leur enfant. N'importe quel objectif financier que quelqu'un ait, on peut les aider. Donc, si le client n'a pas d'argent à placer, là, un conseiller financier d'une banque, par exemple, va rien savoir de vous parce qu'on ne peut pas gagner d'argent. Aujourd'hui, c'est le comptable qui m'apporte ce type. Pardon? Aujourd'hui, c'est le comptable qui me permet d'avoir ce type d'échange, en fait. OK. Il n'y a pas que ça il y a des limites dans l'accompagnement. Évidemment. Et puis, quand on parle des placements, les comptables, je trouve, enfin, sont peut-être trop conservatifs, OK? Mais en fait, voilà pourquoi on est là. Moi, comme j'ai dit, on ne veut pas remplacer le comptable. Si vous avez quelqu'un, gardez, s'il vous donne des bons conseils ou font un bon travail, mais on est là pour complémenter, pour ajouter un peu plus de... Moi, je trouve que quand on a plusieurs conseillers qui regardent une situation, là, il y a des nouvelles idées qui sortent. Au lieu d'avoir une opinion, un fiscaliste qui va regarder et qui dit ça a l'air évident, si tu as une autre voie qui ne va pas et vous ne payez pas plus pour avoir une autre personne sur la table, là, il y a des autres idées. Moi, je connais comment le fiscaliste pense. Ça se peut que j'ai oublié quelque chose, mais de notre côté, moi, je donne des informations aux fiscalistes de quel type de placement, je pense, sont intéressants pour un propriétaire d'entreprise. Et il y a vraiment des placements qui sont plus intéressants que des autres, spécifiquement pour les... Et le fiscaliste, soit n'est pas au courant, n'a pas pensé, ils ne sont pas
connaissance de tout, enfin, voilà pourquoi c'est une bonne idée d'avoir. Si ton conseiller financier, OK, ton planificateur financier, peuvent offrir un service comme ça, en plus de placer l'argent et des choses comme ça, qui est ce que la majorité des conseillers font, là, on a trouvé quelqu'un qui donne de la valeur ajoutée. Et du coup, dans le modèle où vous faites affaire sur le placement, c'est un pourcentage du placement. Quand c'est du conseil, c'est la prestation journalière à un taux. Je n'ai pas compris. Votre modèle économique, La rémunération. la rémunération, en fait, quand vous faites des placements, c'est un pourcentage de la gestion du C'est capital. un pourcentage. Quand vous le faites, ça j'en ai, moi je l'ai expliqué. Au niveau de l'accompagnement, quand vous faites du conseil pur, il n'y a pas de placement. Oui. C'est un fonctionnement avec un taux journalier. Le frais actuellement, disons-nous que le client n'a pas d'argent ou il ne veut pas qu'on implémente une stratégie pour ses placements. Nous, on fait encore la planification de retraite. On va dire, il devrait y avoir tel pourcentage en action, tel pourcentage en placement plus sûr. Et là, faire l'implémentation avec le conseiller qui vous avez, c'est toujours le choix du client. Donc, il y a des frais pour faire la planification. Et là, ça coûte de temps, quelquefois des centaines de dollars, quelquefois des milliers de dollars, selon la complexité d'une situation. Aux économies ou en tout cas aux avantages que votre intervention va avoir sur l'entreprise. C'est lié en fait au résultat en fait. C'est lié, les frais pour les consultations pour engager Merit Financial Planning comme votre planificateur financier, ça dépend de la situation globale du client. Donc, si le client n'est pas marié à une entreprise qui gagne un tel montant, il y a peu de complexité, là, ça peut coûter peut-être 500 à 1000 $. S'il y a une compagnie qui a plusieurs entités et puis des immobiliers, il y a toutes sortes de choses à regarder. Une planification comme ça peut prendre des semaines et là, ça peut coûter 4-5 000 $. Donc, c'est toujours en fonction de la complexité, mais tout ça, tout ça sera clair pour le client potentiel au deuxième rendez-vous. Donc, comme je dis, premier rendez-vous, on se rencontre pour savoir qui vous êtes et qui nous sommes et est-ce qu'on peut se complémenter, est-ce qu'on peut travailler ensemble. Deuxième, on devient un peu plus précis avec les besoins du client et là, on dit, ce ne sont pas les frais. Il y a différents modèles de payer les frais et puis on détermine tout ça au deuxième rendez-vous. Mais à la fin du deuxième rendez-vous, le client sait exactement sont quoi les frais, sont quoi les avantages, sont quoi les économies. Et puis, voilà comment ça se fonctionne. Perfect. Répondu à votre question. C'est bon? Alors, je pense qu'on a pris tout notre temps. On a même étiré un petit peu plus. Merci beaucoup encore une fois, John. Merci à vous tous. Merci à ceux qui sont à l'écran. Puis, on se revoit dans un mois pour un autre prochain de PH Show. Merci. À bientôt.